Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite le bienvenu parmi nous dans le cadre de ce parcours matériaux. Alors, l'intitulé de notre module, c'est les propriétés optiques et magnétiques des matériaux à base des métaux de transition ou de terres rares. Donc, si vous regardez ce titre, vous voyez qu'il est réparti en deux grandes parties. Il y a les propriétés optiques d'une part et les propriétés magnétiques d'autre part. Et on va essayer de voir est-ce que les résultats obtenus au niveau des propriétés optiques se confirment par l'étude magnétique ou pas, et vice-versa. Alors, ces propriétés, on va les étudier. Dans le cas où on a des matériaux, ça peut être aussi des complexes, d'une façon générale, qui sont à base soit des métaux de transition ou de terres rares. Et on verra que les propriétés optiques et magnétiques diffèrent énormément lorsqu'on passe des matériaux à base des métaux de transition ou ceux qui sont à base des terres rares. OK? Alors, le but de ce cours sera donc une façon très importante d'expliquer les propriétés optiques et magnétiques des composés moléculaires, par exemple les complexes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui contiennent soit des ions de transition ou des terres rares. D'accord? Donc finalement, tout ce module va être consacré à ces deux propriétés extrêmement importantes, à savoir les propriétés optiques et les propriétés magnétiques. Alors, vous êtes au début de ce parcours, donc ça veut dire qu'il vous faut des notions de base qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est que les propriétés optiques et qu'est-ce que c'est que les propriétés magnétiques. Et c'est pour cela que je vous propose qu'on commence par des généralités. Et ces généralités, ce sera la base du travail qu'on va réaliser par la suite dans le cadre des propriétés optiques. Et je vais commencer par le chapitre numéro 1. Alors, je vais prendre une solution colorée. Par exemple, là, vous voyez que j'ai une solution de couleur bleue dans un bécher. Alors, une question très importante, c'est d'où vient la couleur d'une solution, d'une façon générale, ou d'un complexe, peu importe. OK? Donc, d'où vient la couleur? Bien sûr, autour de nous, il y a énormément d'objets qui sont colorés, mais on ne sait pas d'où ça vient la couleur. Par exemple, si j'éteins la lumière dans une chambre noire, est-ce que je peux voir la couleur? La réponse est non, il n'y a pas de couleur. Mais par contre, lorsqu'on utilise de la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière du soleil, on voit la distinction entre les différentes couleurs. Donc certainement, la couleur, il a une relation avec la lumière du jour, c'est-à-dire la lumière du visible. C'est la lumière blanche. Alors c'est pour cela que je vais tout d'abord essayer de mieux comprendre ce que c'est que la lumière blanche.
Alors, je vais prendre un prisme, ok, sur lequel je vais envoyer de la lumière blanche. Alors, comme vous le savez en optique, le prisme, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les couleurs qui constituent la lumière blanche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vois sur un écran les différentes couleurs qui constituent la lumière blanche. Donc la lumière du soleil est une lumière dite blanche car elle est composée de toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Vous voyez qu'il y a le bleu, il y a le vert, il y a le jaune, il y a l'orange, il y a le rouge, etc., etc. Et tout ça, d'où ça vient? Il vient de la source, c'est-à-dire de la lumière blanche. Et, bien sûr, cette lumière blanche a été partagée, a été divisée, d'accord, par qui? Par ce prisme, d'accord? Et ce prisme qui va séparer les différentes couleurs, c'est-à-dire suivant les longueurs d'onde de chaque couleur. Alors, revenons maintenant au complexe, la couleur d'un complexe. Alors, lorsque la lumière blanche traverse une solution contenant un complexe, ce qui est le cas tout à l'heure pour le bécher qui contient la solution bleue, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez cette lumière blanche qui va traverser la solution qui contient un complexe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'une composante du spectre visible, c'est-à-dire de la lumière blanche, une couleur va être absorbée. Va être absorbée par qui? Par le complexe. Et les autres couleurs ne subissent rien comme modification, donc ça veut dire qu'ils subsistent, c'est-à-dire ils restent, ils persistent. Et la somme de ces couleurs restantes donne la couleur complémentaire de la couleur manquante. Alors, si vous regardez sur ce diagramme, vous voyez un disque et qui est réparti en différentes couleurs, rouge, violet, bleu, etc. Et en périphérie, il y a les longueurs d'onde correspondant à chaque couleur. Vous voyez, de 400 jusqu'à 430, il y a le violet. 430 jusqu'à 490, il y a le bleu, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du visible, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à 800 nanomètres. Et bien sûr, imaginez que j'ai un complexe qui paraît bleu, par exemple, comme le cas de l'exemple qu'on a choisi tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? S'il paraît bleu, ça veut dire qu'il a absorbé la couleur complémentaire, c'est-à-dire l'orange, la couleur opposée sur ce diagramme. Si, par exemple, un autre complexe paraît rouge, ça veut dire qu'il a absorbé du vert, c'est-à-dire la couleur complémentaire, et ainsi de suite. D'accord? C'est une notion de couleur complémentaire. Bon, maintenant, on comprend d'où viennent les couleurs dans un complexe. Et si vous permettez, on va essayer de tracer les spectres correspondant à chaque complexe, qui caractérise bien sûr l'absorption de chaque complexe. Et bien sûr, suivant la valeur de la longueur d'onde, on va bien sûr trouver la couleur comme on vient de le voir. Et c'est pour cela que je vais maintenant discuter avec vous ce qu'on appelle spectre électronique des complexes. Alors, la diversité des couleurs des complexes des métaux de transition a depuis longtemps fasciné l'observateur, c'est-à-dire les gens, lorsqu'ils regardent
ces couleurs, ils sont fascinés. Il aime bien voir ces couleurs. Des exemples, il y en a plein. Les solutions aqueuses, par exemple, de l'espèce octaédrique CO, cobalt, c'est-à-dire cobalt H2O 6 fois de plus, ils sont de couleur rose. Mais celles de l'espèce tétraédrique, COCl4, 2 ils sont bleus. Alors essayons tout d'abord de voir ce qui se passe ici. On a le même élément de transition qui est le cobalt. D'accord? Et dans les deux complexes, le cobalt, il a un degré d'oxydation plus 2. Mais dans le premier cas, le cobalt, qui est bien sûr dans un complexe COH2O 6 fois de plus, est de couleur rose. Alors que dans l'autre complexe, le COCl4, 2 sont bleus. Malgré qu'on a le même élément de transition, la couleur a changé. Et pourquoi? La réponse, c'est que dans le premier cas, on a un octaèdre et dans le deuxième cas, on a un tétraèdre. Donc la couleur change lorsqu'on passe d'une coordinance à une autre. Par exemple, d'une coordinance 6 dans le cas de l'octaèdre à une coordinance 4 dans le cas du tétraèdre. Donc là, parmi les facteurs qui sont responsables du changement de couleur, c'est la symétrie du complexe. S'il est octaédrique, ça peut donner une couleur. S'il est tétraédrique, ça peut donner une autre couleur qui est tout à fait différente. Alors, pourquoi et comment on observe ces couleurs? Alors, ces couleurs sont produites par des transitions électroniques entre des niveaux dont l'espacement correspond aux longueurs d'onde de la lumière visible. Alors, s'il vous plaît, en S5, vous avez vu la chimie théorique. Et dans cette matière, on vous a parlé des niveaux énergétiques et on vous a parlé des transitions. Et bien, ces transitions vont nous servir pour comprendre les couleurs des complexes. Pourquoi ça? Parce que lorsque vous irradiez un complexe avec de la lumière visible, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il va absorber une couleur. Donc, lorsqu'il absorbe une couleur, il va passer de l'état fondamental vers l'état excité. Et bien, ça, c'est l'absorption. Et c'est ça ce qui correspond à la transition électronique entre le niveau fondamental vers un niveau excité. Et cette transition correspond bien sûr à une certaine énergie. Et qui dit énergie, ça veut dire longueur d'onde. Pourquoi? Parce que delta E est égal à h nu. Et h nu est égal à c sur lambda. Et lambda, c'est la longueur d'onde. Et l'espacement, bien sûr, entre les niveaux fondamentaux et les niveaux excités correspond aux longueurs d'onde de la lumière qu'on a absorbée, qui est dans le visible. Et c'est pour cela qu'on voit les couleurs. Alors, tout à l'heure, on a vu que le cobalt présente deux couleurs différentes, malgré qu'il s'agit du même métal, avec le même degré d'oxydation, mais le fait de changer la symétrie, la couleur change. De même, cette couleur peut changer, d'accord, lorsqu'on change d'élément de transition. Alors, la coloration produite par certains ions métalliques présents en grande quantité, il existe environ 12 ions métalliques d'éléments de transition pouvant colorer les cristaux, c'est-à-dire les métaux d'une façon générale peuvent colorer les matériaux tels que les cristaux. Et si vous regardez sur le tableau périodique, vous allez voir
qu'il y a bien sûr la première, la deuxième et la troisième série des éléments de transition. Et d'ailleurs, on va voir un TD où on va parler de ces éléments de transition. Alors, ce type de coloration donne une seule couleur caractéristique du minéral. Donc, chaque minéral qu'on peut trouver dans la nature peut être caractérisé par sa couleur. D'accord? Et l'ion métallique responsable de la couleur est présent dans la formule chimique minérale puisqu'il s'y trouve en grande quantité. Exemple, la couleur que vous voyez ici sur ce cristal est bleue. Il est dû à quoi? Cette couleur est due à la présence du cuivre. Pourquoi? Parce que ce cristal, il s'appelle la zurite et il a comme formule chimique carbonate de cuivre hydraté, Cu3, CO3 deux fois, OH deux fois. Alors, la couleur idiochromatique est bleue de l'azur, de la zurite, et s'explique par la présence des ions cuivre 2 dans le minéral. C'est-à-dire, la couleur qu'on a observée ici est due à la présence du cuivre 2 qui donne bien sûr cette coloration et on va voir bien sûr par la suite le spectre d'absorption correspondant au cas du cuivre divalent, c'est-à-dire le cuivre 2+. D'accord? On traitera ça au moment opportun. OK? Alors, la coloration allochromatique produite par certains ions, des éléments de transition, mais cette fois-ci, ces éléments, ils sont présents en très petite quantité, c'est-à-dire c'est juste un dopage. Tout à l'heure, on a vu que le cuivre, il fait partie de la formule chimique, c'est-à-dire il est en grande quantité dans le composé, mais là, on utilise juste une petite quantité et vous allez voir que malgré que ces éléments de transition se trouvent en petite quantité, ils donnent une coloration. D'accord? Et donc, ces ions métalliques sont des impuretés présentes à l'état de trace, c'est-à-dire vraiment des dopages dans le minéral. Alors, sans impureté, de tels cristaux sont théoriquement incolores, mais lorsqu'il y a ces impuretés, il y a une coloration. Alors, on va prendre un exemple. C'est l'émeraude. Ce sont des cristaux qui sont très demandés dans la joaillerie et qui sont bien sûr très chers. Alors, c'est quoi ça? C'est le Be3 Al2 Si6O18. C'est ça sa formule chimique, ce qu'on appelle alumino-silicate de beryllium. Alors, normalement, ces constituants beryllium, aluminium, silicium, oxygène ne doivent pas donner de couleur. Mais pourtant, l'émeraude est colorée. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui lui donne sa splendide, c'est ce qui lui donne sa valeur. Alors, pourquoi il est coloré? Ben, c'est tout simplement parce qu'il est dopé au chrome. Donc, la coloration allochromatique, vert intense, des émeraudes s'explique par la présence d'impuretés, à savoir des ions Cr3+. Donc, finalement, la couleur est due à la présence des ions Cr3+, qui dopent le cristal, et c'est ça qui va lui donner, bien sûr, cette couleur verte. Il faut également noter l'existence de certains émeraudes dites vanadifères. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que tout simplement, ils sont dopés au vanadium. C'est-à-dire la couleur verte est due à des ions vanadium 3+. Donc vous voyez que là, dans l'émeraude, on peut avoir la même couleur, d'accord, la couleur verte, mais qui est produite par deux éléments différents. Et bien, dans le cadre de ce cours, on va pouvoir identifier à quoi ça correspond. Bien sûr, la couleur, est-ce qu'elle est due à la présence du Cr3+, ou bien du vanadium 3+. OK? Bonjour. Alors, la dernière fois, on avait montré que les couleurs des matériaux sont
dû essentiellement à la présence des éléments de transition. Et on avait montré, par exemple, sur ces diapositives, les différents ions de transition, le fer, manganèse, le chrome, le cobalt, le cuivre, qui donnent les différentes couleurs. Alors, on va maintenant regarder ce qui se passe au niveau du tableau périodique. Alors, ce qui est encadré en noir dans ce tableau périodique, c'est-à-dire tout à fait au milieu, c'est les métaux de transition, d'accord, que vous connaissez bien sûr et qu'on va bien sûr étudier beaucoup plus en détail dans le cadre de ce cours. Alors en haut, vous voyez différents éléments qui sont responsables des différentes colorations que présentent ces matériaux qui sont devant vous. Par exemple, il y a le chrome, il y a le fer, il y a le vanadium, il y a le cobalt, etc. etc. D'accord? Alors, bien sûr, pour ces éléments de transition, il y a quelque chose qui est très important à noter, c'est que pour les éléments de transition, vous avez la configuration électronique 4s2 3dn, avec n varié de 1 à 10. Ça, c'est pour la première série des éléments de transition, c'est-à-dire qu'ils se trouvent tout à fait au haut de ce cadre noir. D'accord? Il y a le scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc. Alors, ces éléments de transition sont caractérisés par la couche D incomplète. C'est pour cela que vous voyez que j'ai marqué N, ça peut être égal à 1, 2, 3, jusqu'à 10. D'accord? En allant de gauche vers la droite sur le tableau périodique sur une même ligne. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a, sous-entendu, remplissage de plus en plus de la couche D. D'accord? Et c'est pour cela que les éléments de transition, d'une façon générale, sont notés éléments de transition configuration DN. D'accord? Avec N, ça peut aller de 1 jusqu'à 10. Et pour les terres rares qui sont tout à fait en bas du tableau périodique, c'est-à-dire la série des dantanides, vous voyez qu'on a cette fois-ci la configuration EFN, c'est-à-dire c'est l'orbital atomique F qui est incomplète, avec N bien sûr varie de 1 jusqu'à 14. D'accord? Donc vous voyez qu'on est dans deux situations. La première situation, ça concerne les éléments de transition où on est en train de remplir la couche D. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire les terres rares, on est en train de remplir la couche F. D'accord? Où vous avez bien sûr N peut varier pour les terres rares de 1 jusqu'à 14. OK? Alors, ici, on se pose toujours la question de l'origine des couleurs et j'ai essayé ici de résumer un petit peu le cas de figures qui peuvent se présenter. D'accord? Alors, je commence par le diamant jaune que vous voyez ici devant vous, qui a une couleur jaune. Ça concerne les semi-conducteurs. D'accord? Les semi-conducteurs, mais malheureusement, dans le cadre de ce cours, on ne va pas parler de semi-conducteurs. Donc là, il faut l'oublier, ce n'est pas au programme des semi-conducteurs. Par contre, si je regarde à droite, le rubis, il fait partie de notre programme et ça concerne les transitions DD. D'accord? C'est les transitions DD, c'est-à-dire les électrons qui partent d'un niveau D vers un autre niveau D. D'accord? Ça, c'est extrêmement important et on va le détailler davantage dans la suite du cours. Alors la deuxième chose, c'est l'exemple que j'ai choisi ici, la lazuli.
Et bien ça concerne les propriétés électroniques moléculaires et ces couleurs, ils sont dus à ce qu'on appelle le transfert de charge. Bien sûr, pour le moment, vous n'avez pas, bien sûr, encore vu le cours, mais on va détailler tout ça. Donc là, il y a les transitions DD, ça fait partie de notre programme. Il y a aussi le transfert de charge, ça fait aussi partie du programme. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les électrons pièges dans les solides, ce qu'on appelle les centres colorés. Et bien ça, c'est quelque chose que vous allez voir avec le professeur Salim, qui va vous parler des défauts. Et vous allez voir que ces défauts peuvent entraîner l'apparition des couleurs. D'accord? Et parmi les choses qui entraînent des couleurs, c'est les défauts concernant ce qu'on appelle les centres colorés, où il y aura, bien sûr, les électrons qui vont être piégés dans un trou, d'accord, dans le solide. Donc, finalement, pour récapituler plutôt, pour récapituler, nous, dans le cadre de cours, on va s'intéresser aux transitions DD et aux transitions de transfert de charge. Voilà. En gros, les différentes sources qui peuvent produire la coloration. Mais nous, dans le cadre de ce cours, on va se contenter des transitions DD et des transitions de transfert de charge. Alors ça, c'est le tableau périodique que vous connaissez. Ok. Tout à fait au milieu en bleu, il y a les séries des éléments de transition 3D, 4D, 5D, 6D. D'accord. Et tout à fait en bas, il y a les terres rares 4F, d'accord, et 5F. Et nous, bien sûr, tout notre travail va être consacré aux éléments de transition, c'est-à-dire les blocs D, 3D, 4D, 5D, 6D, et les éléments de terres rares 4F et 5F. Okay. Alors, si je commence par la première série de transition, les couleurs, bien sûr, sont dues aux éléments de transition, et bien sûr, ce sont les ions de transition, comme son nom l'indique, c'est-à-dire à l'état ionique. Et la configuration électronique, par exemple, pour la première série, c'est pour le scandium, c'est 4s2, 3d1. Pour le titane, 4s2, 3d2, etc., jusqu'à la fin. D'accord? Et si je prends par exemple le fer, et là, bien sûr, une couche D1 complète, le fer 2+, il a la configuration 4s2, 3d6, et le fer 3+, il a la configuration électronique, bien sûr, 3d5. Excusez-moi, pour le fer 2, c'est 3d6, et pour le fer 3+, c'est 3d5. Voilà. Parce que les deux électrons S, ils sont partis par la charge. Le fer 2+, c'est 3d6, et le fer 3+, c'est 3d5. Bien sûr, il y en a les autres éléments que vous pouvez choisir comme éléments. Alors, couche 3D incomplète, donc il y aura une certaine mobilité électronique des électrons D qui se déplacent d'un niveau T vers un autre niveau T, et ce déplacement va entraîner des couleurs qui vont apparaître. Hein, d'accord? Il va y avoir apparition des couleurs. Hein, ok? Alors, bien sûr, si je regarde les différentes configurations de D0 jusqu'à D10 et je cherche les différentes façons de remplir ces orbitales, il y en a beaucoup. Et c'est pour cela que j'ai marqué n égale factoriel de m sur factoriel de n sur m moins n factoriel, avec bien sûr m, il va être égal à 10, et au niveau des 5 orbitales atomiques T, il y aura deux façons de disposer les électrons, soit plus 1,5, soit moins 1,5, mais tout ça, c'est des choses que vous avez vues en chimie théorique, vous ne devez pas tarder là-dessus.
Alors ici, j'ai des solutions qui contiennent, bien sûr, des éléments de transition qui sont incorporés dans un champ créé par des ligands sous forme de complexe. Et si je commence de gauche vers la droite, vous avez le fer incorporé dans un champ créé par H2O sous une symétrie octaédrique, et c'est le fer 3+, et qui va donner la couleur que vous voyez tout à fait à gauche. À côté, il y a le cobalt, après il y a le nickel, le cuivre, le zinc, et vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Et en passant de gauche vers la droite, c'est-à-dire du fer jusqu'au zinc, on va passer des 5, des 7, des 8, des 9, des 10, et ça donne différentes couleurs. Pour le D10, vous voyez que c'est incolore. Pourquoi c'est incolore? Parce qu'il n'y a pas d'orbital D vacant. Donc, il n'y aura pas de possibilité de transition d'un orbital D vers un autre orbital D. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de couleur. Alors, ici, je vais essayer de faire un petit rappel concernant ce qu'on appelle la théorie du champ cristallin. Mais ça, on va le faire la prochaine fois. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine fois. Merci.